Investiguer, comprendre et analyser tous les phénomènes économiques de notre société pour mieux vous informer, c'est l'objectif du magazine Stratégie. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir accepté d'être encore ce soir devant votre téléviseur pour voir avec nous quelles sont les mutations économiques de notre société. Ce soir, nous recevons comme invité et grand témoin le président du mouvement des entrepreneurs du Cameroun. Avec lui, nous allons aborder tous les sujets inscrits dans le sommaire de cette édition, un sommaire que nous présente maintenant Jean-Vincent Tchénéom. Réalisez vos objectifs en regardant Stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain. Issue d'une grande famille, cette étoile est née pour briller très tôt. Talentueuse et ancrée dans son époque, elle passe une riche adolescence mouvementée. Dotée d'une voix caressante qu'elle n'a cessé de parfaire, elle fait le bonheur de ses auditeurs. Face à l'épreuve, elle a fait de son fardeau un cadeau du ciel. Passionnée et ambitieuse, son savoir-faire l'a emmenée au-delà de son pays natal. Aujourd'hui, directrice de sa propre société de production, elle a la voix qu'on aime entendre. Elle est la master, Laura Dave. Et elle vit l'endurance, la passion, et vous ferez une place au soleil. Stèle longuement brassée pour une maturité parfaite. Au sommaire du magazine de l'économie actuelle, pour faire suite à la conférence économique tenue à Yaoundé en mai dernier, Stratégie vous fait découvrir deux structures dédiées à l'investissement. D'abord, le Conseil d'appui à la réalisation des contrats de partenariat CARPA, qui a pour mission de contribuer à la création des équipements publics. Et ensuite, la bourse de sous-traitance, une sorte de point de rencontre entre les donneurs d'ordre et les PME. Son bilan, 3 ans après sa création. Stratégie va aussi aller à la découverte du commerce de nuit, une activité informelle qui explose en raison du chômage en essayant d'échapper au paiement des taxes municipales. Stratégie a également mené une enquête sur le pari-foot, le nouvel opium de la jeunesse camerounaise. Qui sont ces parieurs? Pourquoi jouent-ils? Que rapporte cette activité? Les entreprises du secteur respectent-elles la réglementation? Le portrait du mois est consacré à Thierry Niamen, promoteur de la marque Tanti et PDG de Anti Foods, une société de transformation des produits agricoles locaux. Pour commenter ces thématiques, l'invité grand témoin est Claude Abaté, président du MECAM, une excroissance du patronat. Bienvenue sur Stratégie, le magazine de l'économie actuelle. Notre invité pour cette édition, c'est Daniel Claude Abaté. Il est directeur général de BFM Business Corporation et de Cabit Compétences, PCA de Longbridge International ANC. Il dirige le MECAM, je vous l'ai dit. Il dirige en ce moment le comité de promotion éthique et gouvernance en douane. Claude Abaté est doctorant en Business Administration en finance à la Swiss Management Center University à Genève. Président Claude Abaté, bonjour. Bonjour, M. Bouga. Merci d'avoir accepté l'invitation de la rédaction de Stratégie. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. C'était un plaisir d'être là. Vous êtes président du mouvement des entrepreneurs du Cameroun. Tout à fait. En quoi consiste le MECAM? Bon, le MECAM est un regroupement patronal, comme on le dit, qui a pour vocation la défense et la promotion des intérêts du secteur privé. Donc, il regroupe, donc, comme son nom l'indique, les entrepreneurs. Le mouvement des entrepreneurs du Cameroun, qui a été créé par une génération assez célèbre d'entrepreneurs de ce pays, James Onobiono, M. Fadil, Yves-Michel Fotso, voilà les grands fondateurs du MECAM. Nous vous avons effectivement invité, Claude Abaté, pour comprendre avec vous le partenariat public-privé dans son ensemble, puisque le Cameroun sort d'une conférence économique internationale à laquelle le MECAM était
invité ou pas? J'allais dire associé ou pas du tout? Oui, tout à fait. On a été invité et associé. C'est normal, en fait. Comme je l'ai dit, ça fait partie un peu de nos missions. Et avant même cette conférence, nous travaillons déjà beaucoup avec les pouvoirs publics dans le cadre du dialogue public-privé sur le plan institutionnel avec le Cameroun Business Forum et dans d'autres plateformes. Alors nous vous accueillons là sur une actualité pour faire un lien avec cette conférence économique. Mais précisément, nous voulons comprendre avec vous comment se fait le financement des projets privés, pour dire ainsi, pour rester dans le cadre du dialogue public-privé. Est-ce que vous êtes satisfait du dispositif institutionnel d'accompagnement et de financement des entrepreneurs privés par le gouvernement? Bon, disons que ça fait partie des points importants du dialogue public-privé au Cameroun, la question du financement de manière globale. Vous savez que les entreprises au Cameroun ont beaucoup de mal à trouver des financements. Les entreprises, déjà elles-mêmes, dans leur propre projet, dans leur propre agenda de développement, d'investissement, elles ont du mal à trouver des financements parce que les banques locales ne financent pas. Ou du moins, elles se contentent souvent de financer le short term, c'est-à-dire les avances de trésorerie et le fonds de roulement ou autres. Mais lorsqu'il s'agit des investissements à long terme, il n'y a pas de banque qui accompagne véritablement les entreprises, surtout les petites et moyennes entreprises, les PME. Donc, il y a déjà ce problème. Alors, sur le plan, je dirais, institutionnel, l'État essaye tant bien que mal de mettre un certain nombre d'outils pour pallier à cela. Il y a eu la création de la banque des PME, pour ce qui est le cas du PME. Il y a le dispositif d'appui du matériel leasing. Et puis, de plus en plus, l'État lui-même, dans la construction des infrastructures, sollicite le secteur privé. Mais il se trouve que malheureusement, comme vous le voyez, vous l'observez certainement, vous l'avez certainement observé, la plupart des grands projets d'infrastructure sont réalisés par des entreprises étrangères. Parce que souvent, et ce n'est pas simplement un problème d'expertise technique pour les entreprises locales, c'est souvent aussi un problème que les entreprises nationales n'ont pas toujours la capacité financière pour réaliser ces projets qui sont des projets extrêmement importants. Nous avons observé que du point de vue du public, du gouvernement, il existe des dispositifs comme le CARPA, que vous devez connaître, qui justement œuvre à identifier des projets, à les étudier, à permettre qu'on leur apporte un financement. Comment vous appréciez ce type de dispositif mis en place par le gouvernement? Oui, le CARPA est certainement utile. Nous-mêmes, le MECAM, nous travaillons beaucoup avec le CARPA. Nous avons un certain nombre de projets qui sont passés par le CARPA, qui est effectivement l'organisme institutionnel d'accompagnement pour ce qui est des contrats de partenariat public-privé. Alors, le problème qui se pose encore, comme je l'ai dit, ce sont nos entreprises nationales qui n'ont pas toujours le partenaire financier qu'il faut. Parce que l'environnement ne s'y prête pas. Nous n'avons pas de banques d'investissement au Cameroun. La plupart des banques sont des banques commerciales, donc qui ont des dépôts à vue à court terme. Il n'y a pas de banque d'investissement. Le marché financier lui-même n'est pas suffisamment développé. Donc, mais nous pensons qu'il existe d'autres, et c'est aussi l'objet du dialogue actuellement entre l'État du Cameroun et le secteur privé. Nous sommes en train de travailler là-dessus pour qu'il y ait, malgré ces contraintes, des possibilités de structurer, même de manière syndiquée, des financements pour que les entreprises nationales puissent participer. Nous constatons donc avec vous, Claude Abaté, que le partenariat public-privé fonctionne bien. Tout à fait. Il ne porte peut-être pas encore tous les fruits que l'on peut espérer, parce qu'il est souvent tourné, comme on va le voir dans ce reportage, vers l'investissement direct étranger et pas encore assez vers les entreprises camerounaises qui ne mesurent pas, elles non plus, la portée de cet instrument qui est à leur disposition. Comment fonctionne le CARPA? Comment est-ce qu'il peut financer les entreprises du secteur privé? Une illustration, nous voulons dire ici, là, du partenariat public-privé. Regardons ce reportage donc de Jean-Vincent Ténéum et Arnaud Ndal. Avec une population de plus de 22... Lors de la conférence économique organisée à Yaoundé en mai dernier, la plupart des projets présentés aux investisseurs potentiels avaient été passés à la moulinette par un organisme gouvernemental peu connu du public, le Conseil d'appui à la réalisation des contrats de partenariat, CARPA en abrégé.
Ce conseil a pour mission de contribuer par son expertise à la création ou au renouvellement des infrastructures et équipements publics dans le cadre de projets de grande envergure technique et financière à réaliser à travers un contrat de partenariat. À ce jour, nous avons un portefeuille de projets évalué à 465 milliards de francs CFA qui concerne des domaines divers allant de la santé aux infrastructures en passant par les questions de gestion urbaine. Logé dans un immeuble anonyme dans une rue tranquille du quartier Hippodrome à Yaoundé, le CARPA est présidé depuis quelques mois par M. Dieudonné Bondoma Yokono, un haut commis de l'État, titulaire d'un doctorat en sciences économiques et maître de conférences à l'université de Yaoundé 2. Il est entouré d'une poignée de spécialistes avec lesquels il se retrouve aussi souvent que nécessaire pour faire le point sur les projets soumis à leur sagacité par les ministères, les communes et des organismes comme le CNPS ou la Chambre de commerce. Le CARPA, depuis 2009, contribue de par son expertise au développement des infrastructures et à l'amélioration de la qualité des services publics. Un exercice extrêmement utile quand on sait que nombreux sont les projets conduits par l'État qui n'aboutissent pas parce qu'ils sont mal montés et que les finances publiques comptabilisent en ce moment environ 3 000 milliards de francs CFA d'argent engagé et non décaissé. Le CARPA publie chaque année une liste des projets éligibles au contrat de partenariat ou reçoit des projets qui lui sont soumis spontanément. Le premier élément que nous demandons lorsqu'un projet nous est soumis, c'est l'étude de faisabilité. Et même lorsque l'étude de faisabilité est produite, rien ne garantit que ce projet sera exécuté en mode partenariat public-privé. Parce qu'il faudrait que nous puissions prouver que l'exploitation de ce projet-là permet de dégager des revenus qui vont permettre que l'investisseur puisse se rémunérer en amoindrissant autant que possible la subvention de l'État pour le repaiement de cet investisseur. Ça veut dire donc que le problème de la préparation des projets est très important et nous mettons un accent particulier là-dessus lorsque nous travaillons avec les maîtres d'ouvrage. Nous pouvons donc dire, s'agissant des partenariats publics-privés, que le travail qui est fait, qui consiste à encadrer les maîtres d'ouvrage pour qu'ils puissent au moins produire une étude de faisabilité sur la base de laquelle nous produisons un rapport d'évaluation, est un élément suffisamment important pour nous permettre de dire que les projets qui sont admis au régime de contrat de partenariat pourraient ne pas connaître le même sort que ceux pour lesquels on a parfois contracté des emprunts alors qu'ils n'étaient pas suffisamment préparés. C'est depuis 2006 que le gouvernement camerounais a décidé de recourir au partenariat public-privé, PPP, pour diversifier les modes de financement de l'économie. En plus des ressources intérieures au travers du budget d'investissement public, des emprunts et de l'aide publique au développement, le PPP apporte une nouveauté en ce sens qu'il donne la possibilité à un investisseur de financer un projet et de l'exploiter pendant un certain temps pour se rémunérer avant de retrocéder l'équipement à l'État ou à la commune. C'est ce qui va se passer avec le pipeline Limbe-Yaoundé dont les travaux vont commencer avant la fin de l'année. Nous vous amenons visiter un autre projet, celui de l'hôpital général de Yaoundé, dont les équipements du laboratoire central vont être entièrement renouvelés pour 1,2 milliard de francs par l'entreprise Numelec, qui va aussi doter l'hôpital d'une banque de sang ultramoderne actuellement en construction. La maintenance et l'entretien de l'équipement est contractualisé dès le départ. Ceci permet donc d'atteindre d'espérer une certaine pérennité
de l'équipement dans le temps. Et c'est en cela que nous croyons effectivement que ce projet sera d'une importance capitale pour l'hôpital en général et pour les patients que nous sommes tous en particulier. Autre lieu, mais démarche identique, c'est le marché Congo à Douala, dont les travaux de modernisation sont en cours pour un investissement de 6 milliards 800 millions de francs CFA. Nous utilisons une structure en acier pur, consolidée avec du polystyrène expansé, placé sur les murs. C'est un produit ultra moderne qui ancre dans la construction des maisons. Un matériau qui va durer longtemps et qui maintient la fraîcheur à l'intérieur. L'alu à l'intérieur est naturellement sans nécessité de peinture. Je pense que l'apport du CAPA a été capital. Parce que si c'était un marché traditionnel, ça se serait passé par appel d'offres entre la communauté urbaine de Douala et la société, le groupe SICC. Mais ce n'est pas un appel d'offres parce que beaucoup de gens confondent. Ils croient que SICC a gagné un marché où le gouvernement nous a donné des avances. Non, 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 non. Dans le cadre du PPP, c'est le partenaire privé qui présente le projet, qui trouve ses propres financements et qui exécute et gère pendant un certain nombre de temps pour pouvoir récupérer tout ce qu'il a eu à dépenser. Donc l'apport de CAPA a été capital. Je vais vous prendre un exemple. Nous avons eu à faire venir du matériel de l'extérieur. Et ce matériel-là, on avait besoin puisque le partenaire public doit nous donner des avantages sur le plan fiscal. Et nous sommes tous à Douala et nous-mêmes et la communauté urbaine de Douala. Mais il fallait bien qu'on ait quelqu'un à Yaoundé qui puisse suivre et puisse suivre rapidement. Et nous avons vu comment le CARPA a eu à suivre ce dossier, aussi bien au niveau de la direction des douanes, au niveau des impôts, au niveau du ministère des Finances et au niveau du ministère de l'économie et de la planification. Ça, ce sont des résultats palpables. Qu'est-ce qui peut justifier que tel projet ou tel autre soit éligible au partenariat public-privé? Par le passé, le marché archaïque qu'il y avait sur ce site connaissait plusieurs incendies. C'est à tout moment qu'on apprenait qu'il y a encore eu un incendie au marché Congo. Donc il y avait urgence de construire un centre commercial moderne avec des matériaux anti-abrasifs pour qu'on soit à l'abri des incendies. Donc il y avait cette urgence. Deuxièmement, il y a le critère de complexité. L'étude de faisabilité que la communauté urbaine a mise à notre disposition montrait que eux-mêmes, la communauté urbaine, ne disposait pas, n'est-ce pas, des équipes ou bien des moyens techniques qui leur permettaient de réaliser et même de suivre ce genre de projet, que ce soit dans sa phase de construction que dans la phase d'exploitation. Et le troisième critère, c'est la comparaison financière entre la réalisation d'un tel projet en marché public ou sa réalisation sous le régime des contrats de partenariat. Il est utile de préciser que le partenariat public-privé n'est nullement réservé à l'investissement étranger. Il est grandement ouvert également aux investisseurs camerounais. Nous avons par exemple récemment lancé un communiqué qui rend éligible certains projets au régime de contrat de partenariat. Parmi ces projets, il y a la réhabilitation de la blanchisserie à l'hôpital gynéco-obstétrique de Douala. Et dès la publication de la liste des projets éligibles au régime de contrat de partenariat, nous avons eu des manifestations d'intérêt de certaines entreprises camerounaises spécialisées dans la blanchisserie qui souhaitent soumissionner lorsque l'avis à manifestation d'intérêt sera lancé.
Le CARPA a pour ambition de venir à bout de la maladie dont souffrent les projets publics au Cameroun, le défaut de maturité au moment où ils sont lancés. Il n'est pas possible que le PPP réussisse au Cameroun si en amont, il y a une mauvaise préparation des projets. C'est la raison pour laquelle on dit le plus souvent PPP, certes partenariat public-privé, mais c'est également préparation, préparation, préparation. La liste des équipements publics susceptibles d'être financés selon le mode PPP est longue, à l'image des péages routiers automatiques sur nos grands axes. Autant dire que le CARPA a du pain sur la planche. Retour sur notre plateau. Claude Abaté, nous venons de faire là un voyage à l'intérieur de cet outil de promotion de l'investissement qu'est le CARPA, au bénéfice des entreprises camerounaises aussi. On l'espère parce que vous dites avec nous que ce n'est pas encore vraiment le cas. Quelles propositions vous faites pour que le CARPA soit davantage orienté vers l'appui au financement au bénéfice des entreprises camerounaises? Oui, je pense que le CARPA en lui-même est ouvert au financement, ouvert aux entreprises camerounaises. C'est-à-dire que le CARPA ne fait pas d'exclusivité ou de préférence, il me semble. Il se trouve simplement que ce sont les entreprises nationales qui ont du mal à aller vers le CARPA parce qu'elles souffrent de ce problème de financement que je vous ai évoqué précédemment. Je dis encore que les contrats de partenariat public-privé sont des contrats où le privé se propose de réaliser pour le compte de l'État une infrastructure. Donc, ce qui suppose deux choses fondamentales qu'il doit avoir: l'expertise technique. C'est pas tout le monde qui peut faire une route, qui peut faire un pont, qui peut construire un pont à eau profonde, qui peut construire un barrage. Mais il faut également les moyens qui vont avec, des moyens extrêmement importants qui vont avec, qui sont de l'ordre, vous entendez souvent, parfois pour un certain nombre de projets, de centaines de milliards. Est-ce qu'il vous arrive de vous mettre ensemble au niveau national pour permettre à une des entreprises de votre mouvement de pouvoir bénéficier de ces opportunités qu'offre le gouvernement dans le cadre de la réalisation des projets, donc d'être identifié pour réaliser un projet? Oui, tout à fait. C'est ce que nous faisons tous les jours. Nous le faisons, c'est même l'essentiel de notre travail. Je peux vous dire d'ailleurs que même lorsque les partenaires étrangers viennent au Cameroun dans le cadre de l'investissement direct étranger ou dans la réalisation, nous travaillons énormément pour impliquer nos entreprises. La deuxième chose que nous faisons, c'est impliquer les PME dans la sous-traitance de ces grands projets. Okay? Nous travaillons beaucoup et nous avons beaucoup travaillé. Je crois que c'est à l'ordre, c'est un des thèmes de votre émission de ce jour. Nous travaillons beaucoup avec la bourse de sous-traitance. Nous sommes d'ailleurs dans le comité de pilotage de cette institution, justement pour que de plus en plus les PME nationales puissent s'impliquer. Vous évoquez à bon escient la BSTP, la bourse de sous-traitance et des partenariats, qui existe depuis 3 ans et qui offre des opportunités aux entrepreneurs qui, elle aussi, peut-être n'est pas très connue. Il y a des avantages que l'on peut découvrir de ce côté-là. Et nous y avons envoyé Anissé Simo et Arnaud Ndal qui nous ramènent ce reportage qu'ils ont eux-mêmes baptisé BSTP, un repéreur d'opportunités. Regardons ce reportage. Sur un chantier comme celui-ci, par exemple, l'accomplissement final nécessite généralement la mise à contribution de plusieurs entreprises, chacune devant réaliser une ou plusieurs parties ou fournir un service industriel complémentaire. C'est une activité de sous-traitance. Les PME du secteur industriel se bousculent aux portes de telles opportunités. Un pari pas toujours facile à gagner. Entre corruption, favoritisme et multiplication des blocages, les chefs d'entreprise ont de quoi être sceptiques. On a l'impression que les dés sont pipés. On a l'impression parfois que les donneurs d'ordre ont choisi le soumissionnaire à qui ils vont remettre le marché avant même de l'avoir lancé. Ça, c'est l'impression qui se dégage dans l'ensemble. Ce n'est pas toujours facile au Cameroun parce que le système d'attribution des marchés, à mon avis, est biaisé. Et ça, personne ne peut me contredire par rapport à ça. Ça fait qu'aujourd'hui, la PME rencontre d'abord, fait face au financement et en plus fait face à l'accès au marché. Depuis 2013, un dispositif institutionnel existe pour faciliter
l'accès au marché de sous-traitance industrielle. Une sorte de point de rencontre entre les donneurs d'ordre et les PME. C'est la bourse de sous-traitance et de partenariat. Un groupement d'intérêt économique placé sous la tutelle du ministère des petites et moyennes entreprises. Quelles sont les missions de la bourse de sous-traitance? Où en est-elle 3 ans après sa création? Et quels sont les avantages offerts aux entreprises membres? Stratégie a rendu une visite à la BSTP à Douala. Ce matin-là, nous avons rendez-vous au siège de la BSTP à Douala pour mieux comprendre le fonctionnement de cet outil. Voici Évariste Yameni, directeur de la structure. C'est la personne la mieux autorisée ici pour nous présenter les missions de la bourse. La bourse sous-traitance, c'est un centre d'information, un centre de recensement de capital technique des entreprises, d'évaluation, de déploiement des entreprises et de mise en relation des petites entreprises avec les grandes entreprises qui marchent entre les deux parties. Il faut déjà dire que la bourse sous-traitance exerce essentiellement dans le secteur industriel. Et ses missions fondamentales concernent à développer les PME du secteur industriel, les promouvoir, les rendre visibles afin qu'elles puissent prêter auprès des grandes entreprises. Et elle a comme activité le profilage des PME, l'évaluation des PME, le déploiement des fournisseurs pour renforcer leurs capacités, la mise en relation pour qu'elles puissent avoir les marchés auprès des grandes entreprises et de d'autres. Aussi, il va s'ajouter l'appui à la recherche de financement. Ainsi donc, la mise en relation est le cœur de métier ici. Il s'agit, pour la BSTP, de rapprocher les acheteurs et les fournisseurs correspondants, les grands donneurs d'ordre et les sous-traitants. Son action s'inscrit dans les domaines d'activité identifiés comme prioritaires et suivant un processus connu. Nous avons les secteurs prioritaires, tels que décrits par le DSE, et qui sont par exemple le génie mécanique, le génie civil, le génie électrique, le bois, le textile, l'agroalimentaire, les mines, etc. Ce sont les secteurs sur lesquels nous travaillons, parce que ce sont des secteurs qui ont des forts potentiels de sous-traitance. La bourse de sous-traitance et des partenariats compte de nos jours plus de 500 entreprises, grandes comme petites, dans sa banque de données. La structure a mis sur pied l'an dernier un concept qui porte des fruits. La journée fournisseur. Ici, les grandes entreprises ont l'occasion d'échanger avec les PME et les PMI du secteur de la sous-traitance industrielle, avec pour objectif de gagner et de réaliser des marchés. Voici l'un des premiers bénéficiaires de ces journées. Séraphin Zima est le directeur général de Réseautel, entreprise de fourniture et de services après-vente du matériel de téléphonie mobile, de réseau et de sécurité. Nous étions en train de réfléchir en 2015 à comment est-ce que nous pouvons faire pour davantage vendre notre savoir-faire. C'est comme ça qu'un ami nous met en contact avec la BSTP. La BSTP nous invite à un séminaire dans un hôtel de la place. Quand nous arrivons dans le séminaire, c'est toujours avec des appréhensions. Ok, allons-y, voyons si ça donne quelque chose. Mais on a été surpris que le présentateur de l'entreprise en question, Globelec, KPDC, il a tellement bien présenté le concept qu'on a compris. Mais waouh, voilà une entreprise sérieuse. Le process d'attribution des marchés est transparent. Et puis, s'il nous demandait de soumissionner, on le ferait avec plaisir. Quelques semaines plus tard, on a reçu un mail. Nous avons soumissionné, on a envoyé une équipe technique sur le terrain, compétit avec les autres entreprises. Quelle n'a pas été notre surprise de constater qu'après, c'est Réseautel qui a été retenu, nous avons très bien installé et puis nous sommes entrés dans le portefeuille de KPDC. Simtech 3D, spécialisé dans le génie électrique, a aussi décroché un important marché grâce au mécanisme de la bourse. L'entreprise membre fait désormais partie du cercle des privilégiés des sous-traitants de la Sonara, avec un contrat d'un peu plus de 40 millions de francs CFA pour une durée de 36 mois. Nous sommes actuellement en contrat avec la Sonara, et ce, c'est pour 3 ans. Et ce contrat, nous l'avons eu grâce à la BSTP. Alors, comment ça s'est passé? Nous avons reçu de la BSTP l'appel d'offres venant de la Sonara, avec qui ils sont en collaboration. Et nous avons soumissionné.
Et voilà, on a été informé par voie de presse que nous avons eu le marché. Et ça, ça faisait plus de 10 ans que nous avions cherché à être agréés à la SONARA. Ça n'avait jamais été facile. Donc effectivement, c'est grâce à la BSTP que nous sommes aujourd'hui vous les fournisseurs de ce grand donneur d'ordre qu'est la SONARA. Les grandes entreprises ou donneurs d'ordre peuvent donc ici trouver une base de données fiable, des sous-traitants compétents, des informations sur la base industrielle, mais aussi une assistance dans l'identification des entreprises compétitives. Pour la PME-PMI, les avantages sont tout aussi nombreux. L'avantage premier, c'est que cette PME qui est membre, qui adhère, est visible. On la rend visible auprès des donneurs d'ordre. Et deuxièmement, c'est qu'elle elle est invitée à tout événementiel qui concerne la mise en relation. Par exemple, à travers les journées fournisseurs, nous permettons aux PME de rencontrer pendant 1h30 de temps un responsable d'entreprise, de grande entreprise par exemple donneur d'ordre, avec qui échange sur l'opportunité qui existe dans ces grandes entreprises-là. Le premier avantage, qui est même l'objectif numéro 1 de toute PME qui veut grandir, qui aspire à la croissance, c'est l'accès au marché. Vous voyez, la BSTP étant en contact avec toutes ces entreprises-là, est donc un peu comme une courroie entre les demandeurs de marché que sont les PME et les donneurs de marché que sont les entreprises. Ça veut dire que la BSTP est entre les deux entités. Vu le sérieux de la BSTP et vu sa neutralité, c'est ça le plus important. Le plus important, les PME veulent davantage soumissionner. Mais ça sert à quoi de soumissionner lorsque on a le sentiment que les dés sont pipés? C'est très compliqué. Du coup, lorsque vous entrez dans un processus où, à la fin, vous êtes choisi, alors que vous êtes conscient que vous ne connaissiez personne, ni à la BSTP, ni chez le client final, vous avez le sentiment que c'est le créneau qu'il vous fallait depuis pour accroître votre portefeuille clientèle. C'est des formations, c'est des trainings qu'ils font pour relever le niveau en fonction des modules de quelques-uns de leurs membres. Et éventuellement, il y a aussi ces rencontres économiques que la BSTP organise, qui permet aux prestataires, aux PME comme les nôtres, de discuter, de rencontrer les grands donneurs d'ordre, nationaux et même internationaux. Et l'autre avantage, c'est que la BSTP, en retour, reçoit de ces grands donneurs d'ordre des consultations ou des sollicitations et se retourne vers ses membres, éventuellement chacun en fonction de son secteur d'activité. Au lendemain de la conférence économique sur les opportunités d'investissement au Cameroun, la bourse de sous-traitance aux côtés des autres dispositifs tels le bureau de mise à niveau, l'agence de la promotion des PME, l'agence de promotion des investissements ou la banque camerounaise de la PME a sa partie à jouer pour attirer les investisseurs. La BSTP est disposée à accompagner les investisseurs au Cameroun parce que sûrement ils auront besoin de construire les bâtiments ou d'investir dans un secteur, dans un domaine précis qui nécessite la sous-traitance. La bourse de sous-traitance a dans une base de données des PME à même de prester, de réaliser des bons travaux auprès de ces investisseurs-là. Ils les accompagnent dans leurs projets. La BSTP regorge donc d'un réservoir d'opportunités pour l'industrie camerounaise. Elle souhaite hisser les PME-PMI locales à un niveau de compétitivité internationale et leur permettre à terme de sous-traiter auprès des multinationales. Né à Douala dans le confort,
Il a quitté ses repères afin de continuer ses études au Canada. Diplômé des meilleures écoles de ce pays, il a fait de l'indépendance financière son credo. À travers les continents et dans son Cameroun bien-aimé, son esprit d'entreprise n'a jamais failli. Presque sans le sou, il crée Mountain Communication, un succès qui fait de lui le précurseur des événements After Work au Cameroun. Aujourd'hui incontournable dans le domaine du marketing direct, il poursuit sa vision, arriver au sommet et y demeurer. C'est un master. Il s'appelle Yannick Tanque. Ne renonçons jamais à nos rêves. Notre Afrique a besoin de nous. Amstel, longuement brassé pour une maturité parfaite. Alors, vous nous disiez, Président Abaté, que vous connaissez bien la BSTP, vous savez quelles opportunités elle offre. Là encore, est-ce que vous avez déjà eu à travailler directement avec elle? Quelle est l'appréciation que le MECAM, par votre personne, peut en faire? Oui, d'abord, la BSTP est une initiative des pouvoirs publics, mais dans laquelle nous avons été très impliqués. C'est-à-dire que dans la mise en place de la BSTP, le MECAM a été totalement impliqué. Et vous savez que la BSTP aujourd'hui, son conseil d'orientation est un conseil d'ailleurs assez paritaire. Secteur privé, secteur public. Donc nous avons travaillé à sa mise en place, d'ailleurs à notre demande. De deux, la BSTP est essentiellement au service des petites et moyennes entreprises, qui est un peu la cible du MECAM. Donc nous ne pouvons qu'être satisfaits de la mise en place de cette bourse. Mais est-ce que pour vous, en tout cas, on peut dire que le gouvernement camerounais œuvre à accompagner les investisseurs nationaux? Oui, d'ailleurs, vous me donnez là l'occasion de revenir sur une idée que j'avais brièvement évoquée en début d'émission. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup votre émission, parce qu'elle permet effectivement d'aborder ces problématiques. Je voudrais insister, et je m'en voudrais de partir d'ici sans le dire, qu'un pays doit d'abord compter sur ses propres citoyens, ses propres entreprises pour se développer. D'ailleurs, c'est un message, vous l'avez suivi, qui a été délivré par un des orateurs à l'ouverture de la conférence économique de Yaoundé, le président du BIA, pour ne pas le citer, qui a dit c'est bien de faire appel aux étrangers, et ils sont heureux d'être là, mais il faut d'abord développer les nationaux. Parce que c'est eux qui développent le pays. Et je vous ai dit en début d'émission qu'un pays qui veut se développer doit fabriquer son secteur privé. C'est bien d'avoir des entreprises étrangères qui construisent nos routes, nos ponts, nos barrages, nos aéroports et autres. Mais d'abord, ça représente une perte économique à court terme, parce que c'est les devises qui vont à l'étranger. C'est une main-d'œuvre étrangère, parce que vous voyez, ces entreprises parfois viennent avec des équipements, des outils qui ne sont pas produits au Cameroun. Donc, c'est du travail que nous envoyons à l'étranger. Donc, déjà, à court terme, nous perdons économiquement, en espérant qu'à moyen ou long terme, ces infrastructures vont nous permettre de générer des nouvelles opportunités qui permettront de développer dans notre économie. Et développer notre économie signifie donc développer les entreprises nationales pour qu'elles soient en capacité, non seulement sur le plan expertise technique, mais surtout sur le plan financier. Je vous prends un domaine comme le domaine des télécommunications. Monsieur Bouga, trouvez-vous normal que nous soyons dans un pays où aujourd'hui un secteur stratégique comme les télécoms, il n'y ait pas un opérateur national local? Ok? Vous trouvez, ce n'est pas normal. Trouvez-vous normal qu'un pays, pour gérer un certain nombre de secteurs stratégiques, soit toujours obligé de recourir à des étrangers? Alors, certaines circonstances du moment peuvent le justifier, mais il faut que de manière stratégique, l'État se dise, avec son secteur privé, il serait bon que dans 15 ans, dans 20 ans, dans 10 ans, que ce soit les nationaux. Président Abaté, vous êtes donc président du MECAM, Mouvement des entrepreneurs du Cameroun, et vous observez que l'emploi au Cameroun, l'économie précisément, n'est pas seulement formelle, elle est aussi informelle et de plus en plus très informelle quand on voit l'activité commerciale qui se développe dans les rues. Qu'est-ce que cela vous inspire? Cela m'inspire un peu de désolation, parce que vous avez été d'ailleurs très tendre. Vous savez que le secteur informel occupe 90% de l'activité économique au Cameroun. 90%, c'est énorme. J'aurais presque envie de dire, nous sommes une économie informelle.
Parce que d'abord, cet important secteur informel empêche les secteurs formels de fonctionner convenablement. C'est-à-dire qu'au Cameroun, quel que soit le secteur formel dans lequel vous vous installez, vous avez toujours des concurrents informels. Pendant que vous créez une structure comme la vôtre, c'est-à-dire bien installée, enregistrée, qui a des employés, qui paye, qui est enregistré aux impôts à la CPS, quelqu'un crée sa structure formelle au quartier ou la balade dans la mallette et gagne les marchés plus que vous. Président Claude Abaté, nous sommes donc d'accord que l'économie camerounaise tourne à 90% dans l'informel. Et là, on pourrait penser que ce n'est que de jour, mais on va voir que la nuit également porte business dans ce reportage de Estelle Nyangono. Alors qu'une journée de dur labeur s'achève pour les uns, une perspective de bonnes affaires s'ouvre pour les autres. Qu'ils soient professionnels de la vente ou simples étudiants, leur journée commence au coucher du soleil. Sur le village, pour ces commerçants dans notre genre, la nuit est un vaste supermarché qui offre de nombreuses possibilités et opportunités pour faire du commerce. oh, oh, yeah. Et la nuit s'étend sur le village. On va la nuit parce qu'il y a d'abord le fait qu'on n'a pas de place dans les marchés et on n'a pas un fonds qui nous permet justement de pouvoir louer les magasins. Et en journée, la communauté urbaine ne nous permet pas de vendre en bordure de route. On préfère venir ici dans la nuit. C'est le moment pour moi de pouvoir gagner quelque chose. Puis ça, en journée, je suis occupé à faire. J'ai certaines activités non rémunérateurs en journée. Donc, je suis là en soirée pour pouvoir gagner quelque chose, pour pouvoir joindre les deux bouts. Voici la magie. Ce soir-là, au rond-point de la poste centrale, les trottoirs assaillis en journée par les pas des piétons sont envahis dès 17h par toutes sortes de marchandises. Ici, paires de chaussures, vêtements et livres exposés à même le sol, sur une bâche, suspendus le long des barrières, sur un kiosque à journaux ou tout simplement entre deux arbres. Des mets et des fruits de saison y sont également exposés pour le seul bonheur des passants. La disposition des articles dans ces marchés périodiques laisse croire, à l'image des grandes surfaces commerciales, à une organisation structurée et minutieuse de ces commerçants. On connaît la place de tout un chacun. Bon, ça dépend du plus ancien, quoi. Ça part avec je suis arrivé là le premier, je connais ma place, tout le monde connaît ma place. Et aucune personne n'a le droit de venir installer sa marchandise sur ma place. Celui qui occupe la place, elle a l'habitude. Et généralement, chacun connaît l'espace où il va. Bien qu'elle nourrisse son homme, cette activité de nuit est loin d'être un long fleuve tranquille. Entre les caprices de Dame Nature et la répression de la police municipale, il faut savoir jongler et s'adapter. Et la nuit, difficile pour l'État de collecter les taxes prévues pour l'exercice de ce type de commerce. Au regard du jeu de chat et de la souris entre la police municipale et ses commerçants dans notre genre, nous nous sommes rendus à la communauté urbaine de Yaoundé pour en savoir davantage. Malheureusement, aucun responsable n'a voulu nous recevoir. Pas découragés pour un sou, nous avons poursuivi notre enquête pour comprendre les enjeux de ce phénomène de plus en plus grandissant dans nos métropoles. Selon l'Institut national de la statistique, le nombre d'unités de production informelles est estimé à 2,5 millions sur l'ensemble du territoire national. Pour les sociologues et urbanistes, ceci expliquerait cela. En effet, pour ces derniers, le commerce de nuit et toute autre forme d'activité informelle sont la résultante de l'explosion démographique, du chômage et du refus de payer les taxes prévues à cet effet, principalement dans les villes de Yaoundé et de Douala. La société camerounaise traverse une période qui est dite période de crise. Il y a de nouveaux métiers qui s'inventent.
Et dans une situation de crise, on a cette possibilité-là que les gens essayent d'aller chercher dans les trésors de créativité pour arriver à s'assumer. Et arriver à s'assumer, l'une des possibilités qui est aujourd'hui découverte par bien des Camerounais, c'est d'exercer un emploi dans la journée, un autre dans la nuit, et certains même, en réalité, de faire du commerce dans la journée et de continuer avec ce commerce sous une autre forme dans la nuit. Sans demande, il ne peut pas y avoir d'offres. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de Camerounais qui, par rapport aux activités quotidiennes qui sont les leurs, ont de moins en moins de difficultés d'aller faire leur marché en journée, mais une fois sortis de leurs activités professionnelles, ils ont cette possibilité-là de se rabattre vers les espaces marchands. D'où la pertinence de cet investissement dans le commerce de la rue. Nous connaissons un phénomène très accentué, celui de la croissance urbaine, avec donc l'émigration des populations des villages vers les villes, et toutes ces populations qui doivent pouvoir vivre. Mais vivre comment? Chacun y va à sa manière, profitant de la calmie de la nuit où l'autorité n'agit pas forcément. Ce phénomène se généralise et prend de plus en plus de l'ampleur. Dans les statistiques, on vous dira que 65% du PIB est produit à partir des ressources générées par le développement des villes. Alors, et dans ce développement économique, il y a bien sûr le secteur formel, mais également ce secteur informel qui est très important. Travailler, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Génératrice de revenus, cette activité de nuit est également une véritable boîte de Pandore pour toute forme d'arnaque. Les questions de sécurité dans notre pays, dans nos centres urbains, ne sont pas encore totalement réglées. La criminalité urbaine les guette, tant dans les espaces où ils entreprennent, qu'au moment où ils peuvent avoir envie, à des heures beaucoup plus reculées de la nuit, de rejoindre leur domicile. L'un des risques ici, c'est que la peine investie à commercer peut être en réalité, peut se retrouver dans la poche de quelqu'un d'autre. Au niveau des clients, les clients qui viennent, si déjà dans la journée, on arrive à tromper les individus, combien de fois dans la nuit? Une chose que vous pouvez avoir bien observée peut-être sous la pénombre, on peut facilement, avec la cupidité qui habite beaucoup de nos commerçants, on peut facilement vous duper. Au sens de l'OHADA, les unités de production informelles au Cameroun sont estimées à 91,9%, avec un capital inférieur ou égal à 17 000 francs CFA. Pourtant, malgré les dispositions prévues par l'acte uniforme portant sur le droit commercial, ces entrepreneurs ne disposent d'aucun numéro de contribuable et ne tiennent aucune comptabilité formelle. Le législateur OHADA de 2010, à travers l'acte uniforme OHADA sur le droit commercial général, a créé le statut de l'entreprenant. Entreprenant, pas entrepreneur. Entreprenant, N-A-N-T. Parce que c'est celui qui est un entrepreneur en devenir. C'est celui qui est sur le chemin de l'entrepreneuriat formel. C'est donc cette personne qui est créatif, qui mène une activité, c'est un artisan, c'est quelqu'un qui n'a pas un fonds de commerce consistant, mais qui tient à mener une activité qui lui génère du lucre, mais dont le chiffre d'affaires n'est pas suffisamment substantiel, conséquent pour qu'on le classe dans une catégorie comme le statut d'établissement, voilà, de société à responsabilité limitée ou de SA. L'entrepreneur, donc, c'est celui-là qui veut faire les affaires, mais que le droit
a amené à comprendre qu'au lieu d'être dans le secteur informel, il gagnerait à être reconnu, peut-être pas encore dans le registre du commerce, mais dans le registre des personnes qui exercent une activité commerciale. Afin d'organiser mieux, de structurer cette activité clandestine bien que stimulant l'auto-emploi, des solutions sont émises. L'objectif est clairement affiché, encadrer et légitimer ce type de commerce. Dans notre pays, il y a encore, je crois, la taxe sur l'occupation de la voie publique qui existe. S'ils peuvent ne serait-ce que nous laisser vendre et nous demander de payer ces impôts-là, on le ferait volontiers. Et pourquoi pas construire peut-être des magasins à un prix réduit? Peut-être faut-il penser à des... et là ça concerne la municipalité, à des sortes de comptoirs qui sont des comptoirs démontables. Et il faudrait également, je crois, éduquer les populations. D'abord, ces personnes-là qui vendent, et puis nous-mêmes qui achetons. Il y a des problèmes de sécurité, surtout de nuit. Voyez-vous, quand vous passez devant ces étals-là, vous ne voyez pas que tout le monde est là pour commercer. Il y a des badauds, il y a des gens qui sont là à d'autres fins inavouées. Donc, il faut éduquer les uns et les autres pour comprendre que ce phénomène, en réalité, est contre-productif pour tout le monde. Mais également, et je reviens là-dessus, les cadres de concertation qui regroupent les autorités et ces commerçants de notre genre, je crois qu'ils sont des dieux bienvenus pour que les uns et les autres s'expriment. Au Cameroun, nous attendons justement le texte qui accorde le statut d'entrepreneur, qui internalise l'acte uniforme OHADA sur le droit commercial général et qui met en place le statut d'entrepreneur. C'est donc ce statut qui sied le mieux à ces petits commerçants. Ça peut être, je vous assure, un cordonnier, ça peut être un épicier du quartier qui, voulant être reconnu par le ministère du Commerce, par le ministère des PME, décide dès lors déjà de se formaliser et d'adopter ce statut d'entrepreneur. La formalisation du commerce de nuit reste donc un travail de longue haleine. Les pouvoirs publics, pour leur part, ont mis en place un certain nombre de facilités pour permettre aux entrepreneurs de sortir de l'informel. Ainsi, avec 100 000 francs CFA aujourd'hui, il est possible de créer une entreprise, d'autant plus que la loi de régulation de l'activité commerciale au Cameroun confère un statut légal à ces entrepreneurs. Il s'agit là d'encourager les acteurs de ce secteur à migrer vers des activités formelles, tout en bénéficiant des avantages de la législation camerounaise en matière d'investissement. En attendant, le commerce de nuit n'est pas prêt de se coucher. Au contraire, la nuit porte business. Vous l'avez vu, Président Claude Abaté, la nuit, il y a un commerce qui de plus en plus se développe. On l'a vu au détriment de la loi. Mais surtout, les commerçants disent que c'est parce que les boutiques coûtent cher dans les marchés. Est-ce que c'est une raison suffisante pour vous pour justifier cette activité qui se développe de nuit sur les trottoirs? J'aurais tendance à penser que même si les boutiques étaient pas chères, il y aurait toujours un développement de plus en plus grandissant de l'activité commerciale nocturne. Parce qu'elle répond d'abord à des besoins. Elle répond à des besoins. Parce que vous savez que le commerce, ce n'est pas toujours les commerçants qui font le commerce. C'est souvent... C'est la demande qui justifie. C'est la demande qui justifie. Et vous savez qu'aujourd'hui, de plus en plus, la population a grandi, nos quartiers sont de plus en plus actifs, de jour comme de nuit. Donc, il y a une demande forcément de nuit qui est grandissante. Beaucoup de gens travaillent de plus en plus en journée. Beaucoup de gens travaillent en journée. Il y a même des activités de nuit qui se développent intensément. Et puis, il faut le dire, je ne sais pas pour s'en féliciter ou pour le déplorer, vous savez qu'au Cameroun, pour s'en sortir,
beaucoup de familles ou de ménages, après le boulot, font du petit commerce ce soir. Donc, tout ça, de mon point de vue... c'est du point de vue de l'entrepreneur que vous êtes. Voilà, donc pour nous, c'est une activité, ça ne nous dérange pas, qu'elle soit. Le plus important pour nous, c'est que tout cela soit capté par... Effectivement, on peut constater avec l'INS que cette activité commerciale de nuit ne contribue pas au PIB, puisque effectivement, il n'y a pas une comptabilité qui ressort de cette activité, qui n'est pas encadrée, qui n'est pas... c'est vraiment de l'informel. Oui, disons qu'elle ne contribue pas dans le calcul officiel du PIB, mais elle contribue, puisque qu'elle soit prise en compte ou pas, ces gens-là créent une activité. Mais est-ce qu'il ne se pose pas, pour l'exemple que vous prenez, et pour revenir au commerce de nuit, que l'on voit sur les trottoirs, je peux vous dire qu'à l'entrée de Yaoundé, il y a quelques jours, sur une voie qui permet à 3 véhicules moyens de circuler, l'on voit les 2 tiers occupés par des commerçants, ils prennent des risques pour eux, c'est de nuit. Est-ce que les municipalités peuvent faire quelque chose pour encadrer cela? Est-ce qu'il faut organiser des marchés de nuit également, par exemple? Effectivement, vous avez d'abord, ces gens prennent des risques énormes. Mais vous savez aussi, quand une population est dans la pauvreté, vous voyez ce qui se passe avec l'immigration clandestine. Les gens meurent dans la traversée, mais ça n'empêche pas les gens de partir. Alors, mais quelle solution? Alors, la solution, c'est qu'il faut que l'État restaure de l'autorité dans sa gouvernance. Nous sommes dans un pays où on a tendance à trop tolérer l'indiscipline, le désordre, sous prétexte que les gens sont pauvres, il faut laisser les gens se débrouiller. C'est-à-dire que la pauvreté est devenue un prétexte à tout. Mais je pense qu'il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin dans l'analyse. Je pense qu'il y a un certain nombre, il y a une considération politique à ça. C'est-à-dire que les pouvoirs publics, en tout cas certains responsables, décideurs, estiment qu'ils sont dans l'incapacité de trouver des solutions aux problèmes des Camerounais, des jeunes Camerounais, et ils se disent, comme je ne peux pas trouver, comme nous n'arrivons pas à trouver de l'emploi, laissons les gens se débrouiller. Alors, quelle proposition, vous les entrepreneurs, vous par exemple, président du MECAM, vous faites au gouvernement? Une réponse qui n'est pas politique, mais qui est sociale, qui est économique. Oui, nous disons donc l'État accélère les réformes structurelles pour que autant pour moi, pour que nous ayons un environnement des affaires qui soit créateur de croissance soutenue, durable, forte, qui permettrait donc par la redistribution d'impliquer tout le monde. Nous poursuivons cette émission, Président Claude Abatia. Nous intéressons maintenant à un phénomène qui lui également gagne de plus en plus les rues. Nous restons dans la rue, j'allais dire. Ce sont les jeux de hasard et notamment le pari-foot. Nous sommes allés enquêter pour voir comment cette activité qui participe de l'animation économique et donc des mutations économiques de notre société, comment ces jeux de hasard, comment le pari-foot s'organise, quels sont les bénéfices qu'en tirent ceux qui le pratiquent. Et je vous donne quelques chiffres. Un tenancier de kiosque, par exemple, gagne à Yaoundé entre 150 et 300 000 francs. Nos estimations issues de l'enquête indiquent qu'un bookmaker réalise un chiffre d'affaires en moyenne de 10 millions par jour, soit à peu près 300 millions par mois. Christelle Ngalleux et Arnold Dahl de la rédaction de Stratégie sont eux également allés parier pour voir si on gagne. Voici, j'allais vous dire, le gain qu'ils ont rapporté de ce pari-foot, de ces jeux de hasard qu'ils baptisent comme le nouvel opium de la jeunesse. Regardons ce reportage. Du haut de ses 1,75 m, André Zengue, la trentaine environ, est tenancier de kiosque à pari-foot. Cet étudiant en physique niveau 3 et aîné de sa famille a accepté de nous plonger dans l'univers à risque de son métier. Un métier pas facile à filmer. Bonjour, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tu nous filmes pourquoi? Ouais, excusez-nous. Non, on ne peut pas les caméras ici là. Non. Allez, laissez-nous jouer. Une scène comme celle-ci, nous en avons vécu plusieurs au cours de cette enquête. Les adeptes du pari-foot sont de plus en plus nombreux. Ils rêvent tous de gagner le jackpot ou de décrocher un grand lot. Mais très peu parmi eux assument leur statut. Qui sont ces parieurs? Pourquoi jouent-ils? Que rapporte cette activité? Combien gagne un tenancier de kiosque à pari-foot?
Quelles sont les entreprises exerçant dans le secteur? Respectent-elles la réglementation? Nous avons mené l'enquête pour vous et vous allez le voir. Il nous a fallu plusieurs semaines pour avoir des réponses. Pour gagner de l'argent, on joue de tout et à tout. Courses de chevaux, de rats, de chiens, paris-foot, loto, on mise sur tout. Le jeu vulgairement appelé Njambo est passé de hobby à gagne-pain. Pour le pari sportif, il consiste à miser de l'argent sur un événement sportif. Cette pratique daterait de 2000 ans et prendrait ses origines dans les cités gréco-romaines. Au Cameroun, le pari sportif est arrivé en 1994 avec le pari mutuel urbain camerounais, pionnier dans ce secteur dont il a détenu le monopole pendant longtemps. Mais ça, c'était avant. Ces dernières années, le pari mutuel urbain camerounais fait face à une concurrence de plus en plus rude. De nouveaux acteurs ont fait leur entrée dans le secteur, le chamboulant complètement. Outre Premier Games, on compte des entreprises comme Roisbet, Supergirl, Sport for Africa, Scorebet, RosetBet, Rapid Goal et bien d'autres encore. À l'observation, le business est florissant et la course à l'investissement dans ce secteur n'est pas près de s'arrêter. Au cours de notre enquête, il nous a été révélé que de nombreux hommes d'affaires souhaitent y investir. Normal, tous les jours, le pari foot embrasse la capitale. Si j'ai des gros parieurs, donc ceux-là qui jouent des centaines de mille parfois. Il peut arriver comme ça, dire bon, je me souviens une fois, il y a un parieur qui est arrivé. Il a joué pour 150 000. Le ticket de 10 000, bon, j'ai tiré. Comme il peut aussi perdre. D'ailleurs, même le jour-là, il avait perdu. Les mises sont ouvertes à partir de 300 francs et les gains correspondent à la multiplication des cotes de chaque match parié par la somme misée. Les principes et les règles de jeu sont contenus dans une charte vendue à 50 francs appelée Journal de match. Un document essentiel dont le contenu informe sur les équipes en compétition, leurs cotes et leurs adversaires. Dans cet univers spécial où délinquance, malhonnêteté et vol font bon ménage, certains parieurs ne tarissent pas d'imagination pour duper André. Dès mon premier jour, j'ai reçu le baptême, j'avais perdu 5 000. Nous avons plusieurs risques. Par exemple, les gars qui triquent les tickets. Ils font comment? Ils peuvent tirer un ticket ici. Et puis, si ça passe, c'est au cas où ça passe, qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent arriver chez moi comme je suis là. Ils décaissent les tickets. Mais comme c'est une somme assez élevée, je ne peux pas payer. Par exemple, comme il ne peut pas payer. Et puis la personne en temps avait déjà d'abord photocopié les tickets. Je le paye ici, il part avec la photocopie à l'agence et on le paye. Moi, quand je vais faire le versement le soir, on me dit que le ticket est déjà payé et je perds. Ces pertes qu'André est obligé de supporter. Quant à ses recettes journalières, elles varient entre 35 et 400 000 francs CFA, duquel il est prélevé 8% pour son salaire. Après calcul, le salaire d'André se situerait entre 150 et 300 000 francs CFA le mois. Nous souhaitons savoir quelle pourrait être alors la recette journalière d'une agence de paris. Ici, le silence est roi. Toutefois, pour faire notre propre idée, nous décidons de faire un simple calcul. Pour y arriver, nous prenons la recette journalière moyenne d'André, soit environ 100 000 francs CFA, que nous multiplions par le nombre de kiosques qu'un bookmaker peut avoir en moyenne dans une ville. À Yaoundé, la moyenne se situe autour de 100 kiosques par bookmaker. Une fois de plus, nous sortons notre calculette. Le résultat est saisissant. Au final, une entreprise de Paris installée à Yaoundé
réalise au minimum un chiffre d'affaires de 10 millions de francs CFA par jour, soit plus de 300 millions de francs CFA par mois. 300 millions par mois pour les bookmakers. Et combien pour les parieurs? Les adeptes sont-ils conscients d'enrichir ces entreprises? Ces questions ne reçoivent aucun écho favorable auprès d'eux. Pour ceux qui ont l'habitude de perdre, la victoire des autres est leur motivation. Ça, c'est le cas du parieur compulsif. Plus il perd, plus il se dit qu'il va gagner. En fait, il croit ce qu'on appelle la chance. Mais le pari sportif est basé sur ce qu'on appelle des algorithmes. C'est un peu comme les jeux de cartes, c'est ce qu'on appelle des algorithmes. Donc plus il perd, plus il va chercher à jouer, il va s'endetter. Parce que le pari sportif crée déjà ce qu'on appelle des dépendances, comme l'isolement, le retrait envers la société, il y a aussi l'endettement. À quelques mètres du kiosque d'André, un endroit peu banal, son allure extérieure expose celle d'un bar. Nous prenons ce couloir, tout au fond, nous trouvons une salle de jeu. Ici, l'accès est réservé aux habitués. Pour ne pas éveiller les soupçons, nous tournons en caméra cachée. Je viens par là. On fait le reportage sur le pari foot. Et c'est un magazine économique. On aimerait savoir en moyenne combien vous pouvez avoir de recettes par jour. Est-ce que c'est possible d'avoir cette information? Ok. Donc c'est impossible d'avoir un chiffre alors. Ok, merci. Vieux, jeunes et moins jeunes se retrouvent après avoir validé leur ticket dans les kiosques pour vivre la compétition sur le grand écran. Même les mineurs, pourtant interdits de miser, peuvent s'y réfugier et valider leur ticket sans inquiétude. Après cette escale, nous décidons de poursuivre notre enquête au célèbre lieu dit Carrefour Paquita. Ce carrefour, on l'appelle Paquita. Ici, une salle de jeu toute neuve. Très rapidement, nous nous apercevons que nous ne sommes pas la bienvenue. Nous restons donc à l'extérieur où certains joueurs acceptent de partager avec nous leur expérience. L'année passée, j'ai gagné 65 000. Cette année, je n'ai gagné que 50 000. Mais il y a les gars qui gagnent beaucoup de bâtons. Et vous avez perdu combien? C'est la cotisation. C'est la cotisation? Oui, le jour que ton tour arrive, tu gagnes. Oui, mais il ne peut pas manquer de problèmes. Il y a des pertes et il y a trop de pertes. Mais c'est une passion. Avoir cet argent en poche, ce n'est pas une mince affaire. Il ne s'agit pas seulement de chance. Il faut également connaître le calcul des probabilités et être incollable sur l'actualité footballistique. Le cas est de connaître d'abord les équipes, connaître les éventuelles compétitions qu'ils ont eu à faire et connaître aussi avec l'adversaire aussi qui est en train de jouer. Par exemple, on ne peut pas venir prendre le Barcelone avec le Real. On doit connaître que l'historique nous dit peut-être que le Barcelone a toujours dominé le Real de Madrid, ça fait plus de 4-3 ans aujourd'hui. Bon, quand vous voyez deux équipes s'affronter, beaucoup de gens vont d'abord parler au Barcelone parce que c'est eux qui commandent le football à nos jours au monde entier. Mahamat Béchir, grand passionné du football et adepte du pari foot, est lui aussi étudiant. Sa constance chez son bookmaker lui a permis d'obtenir une carte fidélité. Quand tu valides plus de 5 matchs, on scanne la carte et ça te donne les pourcentages. Quand on valide ton ticket, le montant que tu devais gagner normalement, donc on prend le montant, on te donne le 10 plus les 10%. Des facilités comme celle-là, les bookmakers n'en manquent pas pour gagner la clientèle. Côté marketing, ils ne lésinent pas sur les stratégies. Ici, on se joue de tout, y compris même de la législation. Pourtant,
Ouvrir un établissement de paris ou devenir exploitant de salles de jeu sur le territoire camerounais est en théorie presque aussi simple qu'un jeu. Les conditions à remplir, les voici. Avoir une autorisation d'exploitation, avoir une patente, s'acquitter de la TVA, des impôts sur le revenu et payer la taxe sur les jeux de hasard et de divertissement. L'activité s'étend au-delà du réel. On parle désormais du pari en ligne. Dans ce nouveau segment, les paris se font sur Internet et les paiements par virement bancaire. Par conséquent, difficile de contrôler les transactions. Les jeux hasard sont des opportunités idoines pour le blanchiment d'argent, surtout les jeux hasard en ligne. Et de ce point de vue, l'État gagnerait à mettre le contrôle des jeux hasard en ligne dans son plan de lutte contre la cybercriminalité. Devenir millionnaire à tout prix, c'est le rêve que nourrissent ces adeptes du gain facile. Une ambition qui au fil du temps devient une addiction maladive dont la guérison ne peut s'obtenir qu'au bout des efforts personnels. La seule chose qu'on puisse proposer, c'est déjà ne pas être dépendant de ça. Alors si vous commencez à jouer, dites-vous, je joue peut-être une fois par semaine. Il ne faut pas miser gros. Vous dites que je joue, que je gagne ou que je perde, bref, je joue juste pour m'amuser. Parce qu'en fait, c'est déjà ça. C'est une sorte de sport aussi en quelque sorte. Le gouvernement a modifié en mars 2015 l'ancienne loi qui datait de 1989. Désormais, l'article 73 de la loi sur l'exploitation des jeux de hasard et de divertissement stipule que la régulation et le contrôle du secteur sont assurés par l'État qui, tout en protégeant les populations vulnérables contre les effets pervers des jeux de hasard et d'argent, s'assurera que le secteur est assaini, fiable et productif. Une responsabilité qu'il peine visiblement à assumer. En attendant, les paris sont ouverts. Président Claude Abaté, vous ne jouez pas à ces jeux de hasard, vous ne pariez pas? Non. Nous sommes en pleine période de l'Euro, même à la maison, entre amis. Non, pas spécialement. En plus, je ne suis pas très foot. Et même si j'ai le thé, je n'ai pas une culture des jeux de hasard. Mais précisément, quand vous voyez ce reportage sur le développement des jeux de hasard au Cameroun, on peut voir que cela profite à des individus, pour les tenanciers de kiosques par exemple, peut-être pour les bookmakers, mais il ressort également de l'enquête que la législation qui est récente en la matière n'est pas respectée. C'est l'État qui, j'allais dire, trinque au final. Oui, c'est pour ça que tout à l'heure, lorsque nous parlions des vendeurs dans les rues et autres, je vous disais, c'est la conséquence d'une situation d'indiscipline et de désordre. Et la tolérance administrative, ou ce fameux concept, en est la cause. C'est-à-dire qu'on laisse les gens commencer des activités, faire des choses au vu, au su de tout le monde, sans qu'il y ait une vérification, sans qu'il y ait une police qui s'assure que tout cela se fait en conformité avec la législation ou la réglementation. Et c'est pour ça que je dis, pour les solutions, il faut traiter la cause. Parce que la cause, d'abord, c'est vraiment qu'est-ce que nous voulons faire, quel type de mutation nous voulons faire pour notre pays. Et lorsque nous avons défini de manière stratégique la mutation que nous voulons, quels sont les moyens que nous mettons en place pour que les gens vont dans le sens voulu et qu'on régule les comportements, les attitudes par rapport à ça, en réprimant ceux qui s'en écartent et en récompensant, en encourageant ceux qui sont dans le strict respect de la loi. Président Claude Abaté, je vous invite à sortir avec un portrait d'un manager qui n'hésite pas à revêtir une casquette d'employé ou encore une blouse de commerçant pour aller lui-même promouvoir ses produits. Il s'agit de Thierry Niamen, président directeur général de NT Foods et promoteur des produits bien connus
Tanti, notamment les bouillies et les produits à grignoter. Nous sommes allés à sa rencontre et Merveline Tapi, qui notamment signe le reportage qui va suivre, est reparti à la source pour voir comment il a commencé et retracer tout son parcours. Thierry Niamen, un Camerounais très passionné et défenseur du label 100% camerounais. C'est le portrait du manager dans cette édition de Stratégie que je vous invite à regarder maintenant. Ne faites pas ce que vous faites souvent là. Il n'y a plus le Njor. Il n'y a plus le Njor. Le Njor, c'est voilà 100, 100. Voilà quelqu'un qui a ouvert le marché, plus le cadeau. C'est 100, 100, donne tes 100. Voilà la personne qui a des 100. C'est un guerrier, les armes à la main, qui retourne au champ de bataille. Un attaquant au front, comme on le dit chez nous. Des retrouvailles conviviales et chaleureuses entre frères d'armes. 16 années se sont écoulées depuis que la première tasse de bouillie a été servie à ce même endroit. Au cœur de cette activité, Thierry Niamen, promoteur de la marque Tanti et PDG de NT Foods, une société de transformation des produits agricoles locaux. Un homme de terrain qui a bâti sa société jour après jour, brique après brique. Écoutez bien, les plaies d'un enfant qui a souffert. Parti de rien avec un capital de 150 000 francs CFA, il avait pour seul employé sa mère qui gagnait 500 francs par jour. Aujourd'hui, il emploie plus de 50 Camerounais. Le chemin a été long et parsemé d'embûches pour ce jeune entrepreneur. Tout commence dans une maison en Carabote à Douala, chez ma tante, et c'est là où je commence à installer mes équipements. Et c'est là où je me rends compte que Douala n'était pas ma ville, il fallait revenir sur Yaoundé pour essayer de présenter ce riz, cette sauce d'arachide qui était beaucoup plus aimée dans la région du centre. Et grâce à Dieu aujourd'hui, on peut dire que le rêve est en train de se réaliser. La vie de tout un chacun est tracée, on est forcé par le destin. Enseignant d'entrepreneuriat, création d'entreprises et management des projets, à l'Université catholique d'Afrique centrale et à l'École de commerce et de gestion Subdeco, Thierry Niamen a reçu en 2003 le premier prix et prix spécial du président de la République au salon de création de l'entreprise. Sa marque de fabrique Tanti a été désignée meilleur produit nutritionnel en 2006. En 2010, il est décoré chevalier de l'Ordre de la Valeur du Centre d'études internationales d'Ukraine. Docteur en mécanisation agricole, ce diplômé de l'Université technique d'État d'agriculture de Kharkov en Ukraine savoure aujourd'hui le fruit de sa réussite. Nous sommes à 1500%, c'est-à-dire que la croissance est exponentielle si on veut parler de tous nos débuts, où on n'arrivait pas à faire 30 000 francs de chiffre d'affaires, où on transformait un demi-sac d'arachide ou un demi-sac de maïs. Aujourd'hui, nous sommes à près de 300 tonnes de matière locale transformée et nous pensons que la chaîne des valeurs que nous avons instaurée au niveau des planteurs qui fournissent nos matières premières jusqu'à la transformation, nous avons des gens qui travaillent au niveau de l'usine, nous avons des employés au service commercial et plusieurs agences. Nous pensons que c'est un fleuron, c'est quelque chose qui fait plaisir aux Camerounais. On ne cache jamais la lumière du soleil. Le chiffre d'affaires de l'entreprise avoisine désormais le demi-milliard. Les équipements ici sont dignes d'une société qui se veut numéro 1 dans son secteur d'activité. Et parmi ces engins, un joyau qui fait la fierté de son propriétaire. C'était le résultat de ma thèse quand j'étais en Union soviétique. Donc c'est cette machine que j'ai conçue pour pouvoir fabriquer de l'huile d'arachide, première pression à froid. Ici, le pouvoir est décentralisé, mais le manager veille au grain. Parfois, le ton monte. Pourquoi il n'y a pas la chapelure? Qu'est-ce qui vous manque encore? Je crois que ça va en dehors de Tanti. Tu vois, elle ne connaît pas, non? Tu m'as dit qu'elle connaît. Tu m'as dit qu'il connaissait. Mais voici la question que je pose devant toi, puisque je suis en train de partir. Oui, monsieur, tout le monde connaît. Il n'y a pas de chapelure ni de farine de soja. Dis-lui que madame, ne dites pas ça. Je vous ai vu, vous m'avez dit que vous... Comment vous dites que vous ne connaissez pas? Monsieur, comment... Je dis qu'elle me voici en face de celle qui t'a répondu. Je reviens là-bas. Je n'ai pas une autre personne chez qui je peux demander. Tous ceux qui sont liés à la rupture, personne n'entre ici, de madame, tous le chef de production, tous ceux qui sont liés dehors. Quand les produits entrent, ils entrent aussi. Voilà. Travailler c'est trop dur, et voler c'est pas beau. De temps en temps, M. Niamen ôte sa casquette de chef d'entreprise pour revêtir celle d'un simple employé.
Et c'est ici, au marché central de Yaoundé, où tout a commencé, qu'il retrouve ses marques. Un retour aux sources qui lui permet de toujours se rappeler d'où il vient. On s'en souvient comme si c'était hier. Il a commencé ses débuts avec nous ici, par un peu de riz, sauce arachide, qu'il a fait pour un temps, et ça n'a pas tenu. Un matin, on était surpris de le voir avec une thermos de bouillie. Il nous obligeait de goûter, de consommer, même sans payer. C'est un bon Camerounais. Il sait que la vie est difficile. Il faut rester Camerounais et consommer Camerounais. Depuis les années 2000-2002, oui, il a commencé à vendre ses produits. Parce qu'il a créé d'abord Tanti bouilli, après Tanti arachide, un peu, il y avait plusieurs variétés. Et au jour d'aujourd'hui, ça a encore changé. Je vois encore notre parfum. Donc les gens sont contents, on est fiers. NT Food, c'est aujourd'hui plus de 400 points de vente, dont 10 pharmacies, 60 supermarchés et 40 grossistes, et va désormais à la conquête des territoires et populations étrangères. Nous sommes déjà en train d'envahir l'Afrique centrale. Nous avons décidé de nous positionner comme un partenaire sérieux pour la nutrition des réfugiés, pour la nutrition des personnes déplacées dans notre pays. Nous sommes en train de travailler dur aujourd'hui pour que l'une de nos ambitions qui constitue de pouvoir nourrir la population camerounaise, mais surtout produire en Afrique pour les Africains. Leader en matière de production locale, Thierry Niamen et son équipe font face à une concurrence farouche sur le terrain. Si nous parlons de la production, de la transformation des céréales infantiles, des céréales infantiles qui constituent aujourd'hui 80% de notre production, nous sommes leaders dans ce segment. Nos concurrents, les concurrents les plus sérieux, c'est les multinationales qui utilisent des méthodes les plus fortes pour pouvoir nous damer un peu le pion. Oui, mais nous avons aussi des gens en concurrence sérieux qui viennent du Nigeria. Mais comme toute entreprise, je pense que nous, on n'a pas peur de la concurrence. Nous avons basé nos valeurs sur la qualité de nos produits et nous pensons que nous allons arracher ce qu'il faut, ce qui est à nous. Dieu m'a permis de réaliser certains de mes rêves. Des multinationales fortement représentées dans ces rayons de supermarchés. L'asphyxie est perceptible à tous les niveaux. Il faut avouer sincèrement que les Camerounais sont très snobs. Les Camerounais, on a l'impression que quand on arrête un produit camerounais, c'est un produit de second ordre. C'est pour cela que rester dans une dynamique où nous sommes capables de présenter un produit qui répond aux standards internationaux, où nous restons dans la dynamique qualité. Les Camerounais doivent consommer ces produits, consommer nos propres produits. Son savoir-faire, Thierry Niamen le transmet à la jeune génération à chaque fois qu'il en a l'occasion. Cette année encore, plus d'une centaine de stagiaires côtoient de près cet homme dont l'humilité n'a d'égal que sa sympathie et sa passion pour son travail. Certains sont même partis de l'Hexagone pour effectuer les stages académiques dans cette PME camerounaise. Il devait être 1 heure ou un truc comme ça. Je lui ai écrit sur Facebook, oui monsieur, je cherche un stage et tout. Non, je n'ai pas dit que je cherchais un stage. Je lui ai dit, est-ce que vous recrutez encore des stagiaires? Il m'a dit oui, j'ai dit ok. J'ai composé le mail et il est surpris en fait parce qu'il a vu mon mail à l'instant. Il est surpris, il m'écrit vers 2h, il me dit mais c'est toi qui postules? Je dis oui. Après il dit ok d'accord, il n'y a pas de souci et tout. On va te répondre dans les délais. Le lendemain matin, j'ai ma confirmation qui me dit que oui, je suis acceptée pour mon stage. Pour moi, c'était pas je viens faire mon stage au Cameroun, c'était je viens faire le stage attentif parce que je savais déjà ce que je voulais, je savais déjà ce que je voulais faire. Je souhaite être chef d'entreprise. Pour moi, c'était mon entreprise doit ressembler à cette entreprise-là. Je ne pensais même pas qu'on va même me recruter pour le stage. Mais vraiment, ici à NT Food, je vois que c'est vraiment facile. Et la facilité d'accueil. Donc, je me sens comme j'étais chez moi, quoi. Ce qui m'impressionne, c'est vraiment la qualité de la production de NT Food. La motivation de M. Niamen. Chaque chose a son temps, faut pas désespérer. Après les arachides en poudre et les céréales infantiles, NT Food propose désormais une gamme variée de produits à grignoter à sa clientèle. Beaucoup reste à faire pour améliorer la production et même la distribution de cette marque, mais Thierry Niamen reste confiant. Le meilleur reste à venir. Imaginez-vous le prix, 100 francs. Donc voilà, c'est ça, et c'est le prix des Camerounais. Président Claude Abaté, Thierry Niamen, c'est un jeune Camerounais, un manager que vous connaissez.
Quelle appréciation vous avez de son parcours? Je suis très impressionné par son dynamisme. C'est effectivement quelqu'un que je connais très bien. On s'est rencontrés à plusieurs reprises et j'apprécie beaucoup son dynamisme et surtout son couloir. Parce que vous m'avez suivi tout au long de l'émission. Tout ce qui peut être fait pour encourager l'entrepreneuriat et le label Cameroun, à mon avis, c'est ce type d'initiative, ce type d'entreprise dont le Cameroun a besoin pour créer les richesses qui restent dans notre pays et permettent d'être distribuées. Est-ce que vous l'avez déjà invité au MECAM? Oui, il a déjà été invité. On a fait... Je profite d'ailleurs de votre plateau pour le réinviter. Et je crois que... Je voulais vous suggérer de l'inviter à adhérer dans le mouvement des entrepreneurs du Cameroun. C'est à ce titre, Président Claude Abaté, que nous vous avons invité pour cette édition de Stratégie. Merci pour tous vos éclairages, pour votre disponibilité. Quel est l'avenir? Quelles sont les perspectives précisément du MECAM, mouvement dont vous avez la direction en ce moment? Écoutez, la perspective la plus immédiate, c'est effectivement nous préparons notre assemblée générale à la fin des années, qui sera une assemblée générale importante et nous permettra de restructurer le mouvement. Vous savez que je vous ai dit, le MECAM a été créé dans un certain contexte et il doit tenir compte des évolutions actuelles pour jouer davantage son rôle. Et l'autre perspective immédiate, c'est que nous voulons créer ici à Yaoundé même une section. Donc nous allons ici même au Hilton faire cette cérémonie de lancement parce que très généralement les organisations patronales comme les nôtres ont des membres mais qui résident essentiellement à Douala et l'activité se fait à Douala. Nous pensons que Yaoundé est devenu un pôle économique, bien qu'étant capitale politique, est devenu aussi un pôle économique important et donc nous pensons qu'il faut une structure du MECAM à Yaoundé pour se rapprocher davantage des membres qui sont ici dans la ville de Yaoundé. Ce qui améliorera, on l'espère, le dialogue du partenariat public-privé. Voilà, vous l'avez très bien compris, il s'agit également de se rapprocher parce que vous avez bien fait de le noter, parce qu'effectivement aujourd'hui, il y a pratiquement 6 ans, j'avais pris la tête du MECAM, il n'y avait pas l'intense dialogue qu'il y a aujourd'hui. Il ne se passe pas 2 jours sans que je sois à une réunion, parce que je vais vous dire, l'activité de président d'une organisation comme le MECAM a un côté de réunionnite qui est parfois lourd. Mais c'est bien dans ces cas de dialogue-là que l'essentiel se fait. Oui, mais ça signifie effectivement donc que le dialogue est intense et que le dialogue est vraiment dynamique. Et donc, il faut également donc, se rapprocher des décideurs à Yaoundé. Et ce serait une bonne chose d'avoir effectivement une structure permanente ici, avec des membres, avec un bureau, avec un staff, pour un meilleur suivi de ce dialogue. Voilà. Bon vent à vous, Président Claude Abaté. Merci d'être venu ici au Hilton Hotel où nous enregistrons ces plateaux du magazine Stratégie. Le Hilton Hotel qui annonce le mariage en expo. Ce sera du 1er au 3 juillet 2016, ici même, dans ces salons, ici au premier étage. C'est notre hôtel partenaire, pour le dire ainsi. Et nous sommes heureux de leur faire un clin d'œil en cette fin d'émission. Mesdames, Messieurs, à vous qui avez regardé, merci. Notez le rendez-vous d'une prochaine édition de Stratégie dans un mois sur votre chaîne de télévision. L'équipe de production également vous adresse sa gratitude. Bonsoir. Vous avez regardé Stratégie avec CAC International. CAC International, nous construisons l'Afrique de demain. Le 13e numéro de votre magazine Challenge Pro est désormais en kiosque. Un numéro exceptionnel qui consacre sa une au directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Dans une grande interview accordée à ce magazine, Mekulum Vando Akame déclare que la sécurité sociale, loin d'être une faveur, est un droit. C'est à lire de la page 20 à la page 26 de ce numéro. L'on apprend également que 6000 ordinateurs portables seront produits par jour à Yaoundé dans un avenir très proche.
C'est le fruit d'un accord de partenariat entre l'IAI Cameroun et Prologica, une entreprise portugaise. Puisqu'on parle de partenariat, ce numéro consacre tout un dossier aux accords de partenariat économique entre le Cameroun et l'Union européenne. Les grands patrons s'expriment. Alice Maguedjo affirme qu'elle n'a pas peur des APE. André Fotso, quant à lui, estime que les opérateurs économiques ne sont pas prêts à affronter la concurrence qui arrive. Pour Protais Ayama, c'est un marché de dupes. Toutes ces réactions sont à lire à la page 36. Dans sa rubrique Portrait, Challenge Pro nous propose 2 visages marquants de l'investissement au Cameroun. D'un côté, Vincent Bolloré, un industriel qui compte plusieurs activités dans ce pays et de nombreux autres projets en cours. Peut-on encore lui faire confiance? Le magazine s'interroge. Face à lui, Thierry Niamen, directeur général de NT Foods, un agro-industriel qui souhaite nourrir les réfugiés avec ses produits 100% made in Cameroun. Voulez-vous devenir riche? Retrouvez les 10 conseils de Donald Trump pour y parvenir. C'est à la page 38 de votre magazine, déjà en vente dans vos kiosques. Né sous un toit modeste, il a été un enfant imaginatif et spirituel. Sa rude formation au petit séminaire a bâti en lui la rigueur et le goût de l'excellence. Partout où il a été, il a pris l'initiative. Ce visionnaire ne s'est jamais contenté de rêver, il a toujours transformé ses projets en réalité. Quand il lance Comme News, magazine unique en son genre au Cameroun, il fait preuve d'une audace et d'un goût de risque dont seuls les leaders sont capables. Créateur du quotidien de l'économie, un autre de ses succès, lui c'est le master, Thierry Ekouti. Ne vous contentez pas de travailler, réinventez-vous chaque jour. Amstel, longuement brassé pour une maturité parfaite.